Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce journal en français. Voici les titres. À l'appel du président Ho Chi Minh, de nombreux intellectuels vietnamiens d'outre-mer sont revenus au pays natal en 1946. Ils ont contribué de façon importante à la défense et à l'édification nationale. Assurer la sécurité des premières centrales nucléaires est la principale priorité du Vietnam. Les préparatifs minutieux en matière de main-d'œuvre et d'infrastructures s'accélèrent d'ici 2020. Quelques 500 étudiants ont participé à la journée des citoyens actifs ayant pour thème « Moi et la ville de l'avenir ». Une cérémonie commémorative du 125e anniversaire de la naissance du président Ho Chi Minh a eu lieu aujourd'hui le 18 mai à Hanoï. Avant l'inauguration de la cérémonie, les plus hauts dirigeants du Parti communiste vietnamien, le PCV, de l'Assemblée nationale, de l'État, du gouvernement et d'autres organismes sont allés déposer une gerbe de fleurs devant le mausolée de Ho Chi Minh. Dans son discours, le secrétaire général du PCV a rappelé la vie et la carrière du président Ho Chi Minh, symbole de la lutte contre le colonialisme et l'impérialisme. Sous sa direction et celle du PCV, la révolution vietnamienne a surmonté toutes les épreuves pour remporter ses succès, notamment la fondation de la République démocratique du Vietnam en 1945 et la victoire des deux résistances contre les colonialistes français et les impérialistes américains pour réunifier le pays. Soulignant les grands mérites du président Ho Chi Minh, le leader du PCV a déclaré qu'il avait voué toute sa vie à la révolution nationale et avait laissé aux générations suivantes un trésor que constitue sa pensée, son exemple moral et son style. De son vivant, le président Ho Chi Minh a beaucoup apprécié le rôle des personnes talentueuses et des intellectuels. À son appel depuis 1946, de nombreux intellectuels vietnamiens en France sont revenus au Vietnam prendre part à la libération du peuple ainsi qu'à l'édification nationale. Dans le reportage qui suit, nous en saurons plus sur la place sacrée du président Ho Chi Minh dans le cœur des intellectuels d'outre-mer. Après son retour au Vietnam en 1946, le professeur Trần Hữu Tước a consacré son temps et s'est dévoué à développer le secteur de l'oto-rhino-laryngologie au Vietnam. Il a formé plusieurs générations de médecins au service de la résistance en temps de guerre et aux besoins de la consultation des habitants en temps de paix. En parlant du président Ho Chi Minh, mon père m'a dit cela. Dans ma vie, il y a deux personnes que j'aime par-dessus tout. C'est ma mère qui m'a donné la vie et le président Ho Chi Minh qui m'a donné un idéal de vie. L'ingénieur Trần Đại Nghĩa est retourné au Vietnam en même temps que le professeur Tước. Il assumait le chef du département militaire. Il était responsable de la recherche et de la fabrication des armes. Mon beau-père m'a raconté une anecdote sur le président Ho Chi Minh. Dans une lettre adressée à un responsable de la logistique, l'oncle Ho a écrit que vous devez vous intéresser à Monsieur Nghĩa, surtout lui donner du tabac, car il va mieux travailler s'il y a du tabac. Découvrir un homme de talent est difficile, mais valoriser son talent au service de la libération et de la construction du pays est encore plus difficile. En sachant valoriser les talents des Vietnamiens, le président Ho Chi Minh a pu mobiliser autour de lui les forces de la nation pour libérer le pays de l'impérialisme. Le 125e anniversaire de la naissance du président Ho Chi Minh est aussi célébré dans de nombreux pays, dont la France. Dans la soirée du samedi 16 mai, le Centre culturel vietnamien en France a organisé une cérémonie solennelle en l'honneur de cet événement. Nguyễn Thành Vượng, directeur du CCVF, a rappelé les contributions importantes à l'œuvre révolutionnaire du président Ho Chi Minh, héros de la libération nationale et éminent homme de culture du Vietnam. Marc Mongui, ancien ambassadeur de France au Vietnam en 1975, a souligné que, comme lui,
De nombreux compatriotes français avaient beaucoup d'admiration envers le président Ho Chi Minh et le combat qu'il a mené pour arriver à l'indépendance de son pays. La période entre 1917 et 1923 du président Ho Chi Minh en France a marqué un tournant dans sa vie révolutionnaire à l'étranger. Durant ce temps, il s'est intégré à la vie politique française et est devenu cofondateur du Parti communiste français. Ce fut en France qu'il a élaboré son plan de lutte contre le colonialisme pour libérer le peuple vietnamien. Notre reporter de la télévision du Vietnam a eu une entrevue avec l'historien français, le docteur Alain Rissiot, pour mieux comprendre cette période française du président Ho Chi Minh. Bonjour monsieur, à votre avis, pourquoi Ho Chi Minh a décidé de choisir la France pour retrouver le chemin de libérer le peuple annamite, mais pas un autre pays? Chez les patriotes vietnamiens, il y avait deux tendances. La première, c'était d'aller vers l'Est, et en l'occurrence d'aller plutôt vers le Nord, le Nord-Est, c'est-à-dire vers le Japon ou la Chine, d'essayer de comprendre pourquoi le Japon avait réussi à vaincre la Russie en 1905, pourquoi la Chine avait fait une révolution républicaine. Et donc, beaucoup pensaient que la solution au problème du Vietnam devait être trouvée seulement ou prioritairement en Asie. Nguyen Ai Quoc, bien que très jeune et dépourvu à l'époque d'expérience, a un autre raisonnement. Il se dit, puisque la France a dominé mon pays, je vais essayer d'aller en France pour comprendre pourquoi. Les mécanismes de la domination coloniale se trouvaient en France. Et donc c'est à cette occasion qu'il est parti vers l'Ouest, qu'il a vécu, comme vous le savez, dans de nombreux pays, en Angleterre, aux États-Unis, en Afrique. Mais il s'est fixé en France, surtout à partir de 1918, pour essayer de véritablement comprendre de l'intérieur et lutter avec le peuple français contre le colonialisme et expliquer au peuple français, c'était toujours son credo, de dire il faut expliquer au peuple français les causes et décrire les réalités du colonialisme, parce que les Français ne connaissaient pas. Nguyen Ai Quoc est-il un cofondateur du Parti communiste français? Oui, tous les gens qui ont voté pour l'adhésion à l'internationale communiste, donc en décembre 1920, et en particulier Nguyen Ai Quoc, sont des fondateurs du Parti communiste. Donc devant l'histoire, Ho Chi Minh est un des fondateurs du Parti communiste, avec Marcel Cachin, avec Paul Vaillant-Couturier, avec d'autres militants extrêmement éprouvés, qui étaient plus vieux que lui, qui avaient plus d'expérience que lui. Mais tous les gens qui ont voté pour la majorité au Congrès de Tours sont des fondateurs du PCF. À votre avis, comment un habitant d'un pays colonisé a pu adhérer au parti du pays colonisateur? Première chose qu'il faut dire, c'est que Nguyen Ai Quoc a été le premier colonisé membre d'un parti politique français. Avant lui, il n'y avait jamais eu de Vietnamiens, jamais eu d'Algériens, jamais eu d'Africains qui étaient membres de partis politiques français. Et lui a voulu s'intégrer dans la vie politique française, apprendre, comprendre, de manière à pouvoir mieux mener son propre combat. Et les militants socialistes et ensuite les militants communistes qui l'observaient regardaient ce jeune homme, il était jeune, il avait 30 ans à l'époque, et donc observaient ses réactions et écoutaient ce qu'il disait parce qu'il n'était pas habitué. La question coloniale n'était pas une chose qui était très connue des militants de la gauche française. Et donc ils ont écouté ce jeune homme. Après Nguyen Ai Quoc sont venus après lui des Algériens, des Africains, qui ont également porté le même message et qui ont dit aux militants français, vous luttez pour la libération de la classe ouvrière française, mais il faut lutter également pour la libération des peuples sous l'emprise du colonialisme français. Je vous remercie. Passons aux autres faits marquants de l'actualité. La vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Nguyễn Kim Ngân, a reçu aujourd'hui le premier adjoint secrétaire d'État américain, Antony Blinken. La vice-présidente de l'Assemblée nationale vietnamienne a hautement apprécié le soutien accordé par le Congrès, le gouvernement et les entreprises américaines au renforcement des relations de partenariat intégral avec le Vietnam. Elle a fait savoir que l'Assemblée nationale vietnamienne approuvait certaines lois importantes concernant l'application des droits de l'homme.
Les deux parties ont discuté des progrès réalisés dans le règlement des conséquences de la guerre et des questions d'intérêt commun telles que l'accord de partenariat transpacifique. Dans le cadre du deuxième échange d'amitié de la défense frontalière Vietnam-Chine qui se tient à Yunnan en Chine, le général Phùng Quang Thanh, ministre vietnamien de la Défense, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue chinois Wang Chuan-Wan-Quang. Les deux parties sont parvenues à de nombreuses conceptions communes dans leurs relations de défense et ont convenu de maintenir l'organisation d'échanges d'amitié de la défense frontalière Vietnam-Chine dans les années à venir. Le ministre Phùng Quang Thanh a affirmé que le maintien de la paix, de la stabilité et de la coopération au développement répondait aux souhaits des deux peuples. Après leur entretien, les deux ministres ont signé un mémorandum entre l'armée populaire vietnamienne et l'armée populaire de libération chinoise. Hier, les deux ministres vietnamiens et chinois ont assisté à une patrouille frontalière commune dans le district Mường Khương, province vietnamienne de Lao Cai. Assurer la sécurité est la principale priorité de n'importe quel projet d'énergie nucléaire dans le monde. C'est sans le but que la construction de la première centrale nucléaire vietnamienne a été reportée à 2020 au lieu de 2014 comme initialement prévu. Ce délai permettra de mieux préparer la mise en place de ce projet, tant en matière de cadre juridique, de main-d'œuvre et de moyens que de sécurité. Plus de détails avec Thuyen. Le professeur Phạm Duy Hiền est l'un des premiers spécialistes vietnamiens de l'électricité nucléaire et des problèmes relatifs à cette énergie. Selon lui, la construction de centrales nucléaires exige des études et des préparatifs très minutieux. Un projet de centrale nucléaire, s'il n'est pas bien préparé, présente beaucoup de risques au niveau de la sécurité. Alors, avant de lancer la construction, il est impératif de nous assurer de la main-d'œuvre et des infrastructures. Selon le plan national de développement de l'électricité, les deux premières centrales nucléaires du Vietnam, Ninh Thuận 1 et 2, ont été prévues pour être mises en chantier en décembre 2014 et de s'achever en 2022. Cependant, le gouvernement a décidé de reporter la construction vers 2020 dans le but de s'assurer de la sécurité la plus complète pour ce projet. La sécurité est toujours une des principales priorités de n'importe quel projet nucléaire. Pour le cas du Vietnam, la formation de spécialistes et de techniciens, le choix de l'emplacement et les infrastructures constituent des questions cruciales pour assurer la sécurité des premières centrales nucléaires. Pour ce faire, il nous faudra plus de temps. Lors d'une visite au Vietnam, les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont souligné les progrès réalisés par le Vietnam dans la préparation de la construction, mais également le fait qu'il restait encore beaucoup à faire. L'AIEA a aussi donné des recommandations en matière de choix de technologie et de formation de ressources humaines. Ces recommandations ont été étudiées avec attention. Près de 300 étudiants ont été envoyés en Russie suivant un programme de formation financé par l'État. Les premiers d'entre eux ont été diplômés et sont rentrés au pays. C'est une source de main-d'œuvre importante pour le fonctionnement des premières centrales. Le projet de centrale nucléaire vietnamienne a été approuvé par l'Assemblée nationale en 2009. Le pays a passé un accord avec la Russie pour la construction des deux premières centrales et un autre avec le Japon pour les deux autres. D'ici 2020, le Vietnam se fixe pour objectif d'avoir un système d'environ 5000 entreprises scientifiques et techniques. Afin d'atteindre cet objectif, les jeunes entreprises ont un rôle important à jouer. Cependant, en réalité, le taux de réussite des jeunes entreprises est inférieur à 5%. Elles ont besoin du soutien des organismes de gestion et des investisseurs pour réussir. Les détails. Voici les premières lunettes de réalité virtuelle étudiées et fabriquées au Vietnam et un équipement capable d'éliminer les produits chimiques toxiques. Ce ne sont que deux parmi plusieurs nouveaux produits technologiques choisis par de jeunes entreprises vietnamiennes pour se lancer. Ce sont aussi des produits technologiques ayant un grand potentiel d'investissement.
Grâce à ces foires technologiques, l'occasion de rencontrer des investisseurs sera plus importante. En plus, nous pouvons également présenter aux consommateurs de nouveaux produits informatiques. D'après les experts, le soutien des organismes de gestion et l'audace devrait permettre aux jeunes entreprises vietnamiennes de se développer. Étant l'un des pionniers dans le développement du système de l'entrepreneuriat en Israël, Oren Simanian a remarqué des potentiels d'investissement dans les produits technologiques fabriqués au Vietnam. En Israël, nous avons toujours le soutien nécessaire du gouvernement pour les projets de staff potentiels. Par conséquent, les groupes de staff sont toujours assurés de développer leurs idées. Lorsque les produits technologiques se développent fortement, les investisseurs peuvent trouver ces potentiels. À ce moment-là, ils sont prêts à dépenser de l'argent pour investir en dépit des risques. Beaucoup d'idées ont rencontré le succès en appliquant de tels modèles. Pour la première fois, IDG Venture des États-Unis, Golden Gates Venture de Singapour ont pu rencontrer directement les individus et les organisations au Vietnam. Avec le lancement du projet de la Silicon Valley au Vietnam, les équipes de recherche bénéficieront des conditions nécessaires pour pouvoir réaliser leur rêve de lancement de leur entreprise. Tout de suite, le taux de change et l'indice boursier au Vietnam. Le Conseil britannique, en collaboration avec le Centre de recherche pour le développement durable, a organisé dimanche la Journée des citoyens actifs 2015. Ayant pour thème « Moi et la vie de l'avenir », cette journée attire la participation de quelques 500 étudiants. L'événement offre à ces jeunes la possibilité de découvrir par eux-mêmes, de se connecter et de créer des changements positifs pour eux et pour la société dans le futur. Guptik voudrait trouver un bon emploi après l'obtention du diplôme. Cependant, après avoir participé à la classe de compétences Moi et la communauté et après avoir discuté avec ses amis de certains problèmes sociaux, Guptik a progressivement changé sa perception sur le lien entre lui et la communauté. Le programme Citoyen Actif est important pour les jeunes. Grâce à ce programme, les jeunes pensent autrement, ils apprennent à penser à autrui et pas seulement à eux. Outre la participation aux classes de compétences, les jeunes ont apporté des idées aux projets sociaux. Certains projets typiques sont en déploiement, tels que le projet Manger propre ou celui des enfants extraordinaires destinés aux enfants handicapés cérébraux. À cela s'ajoute le projet d'enseignement de l'anglais gratuit aux enfants dans les banlieues de Hanoï. Notre projet a commencé de janvier de cette année. L'objectif est d'aider les paysans à utiliser des légumes propres. Le programme Citoyen Actif vise à connecter des jeunes, à les fournir des compétences pour qu'ils puissent devenir les futurs propriétaires du pays. Récemment introduite au Vietnam, la journée des citoyens actifs contribue largement à encourager les jeunes à contribuer davantage au développement de la société. Dans cet esprit, les initiatives des jeunes seront reconnues non seulement dans le cadre de la journée, mais deviendront des actions concrètes pour emmener la communauté vers un développement durable. Une délégation du Consulat général d'Afrique du Sud à Ho Chi Minh Ville est allée hier offrir des dons et des cadeaux aux enfants atteints de cancer à l'hôpital de cancérologie de Ho Chi Minh Ville. Plus de 200 cadeaux ont été remis aux petits patients. De plus, un don de 100 millions de dons a été attribué à leurs familles. Ces activités de charité en faveur des enfants et des personnes défavorisées sont régulièrement organisées par le Consulat général d'Afrique du Sud à Ho Chi Minh Ville depuis sa création en 2009.
Le village de Keda, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Hanoï, est l'un des villages les plus vieux de la région du Nord. Il reste quasi intact de nombreuses maisons centenaires à l'architecture vietnamienne. Malgré l'influence de la vie moderne, les habitants de Keda s'efforcent de conserver leurs coutumes, les demeures anciennes, les métiers traditionnels, ainsi que l'art culinaire qui se transmet de génération en génération. Dans le chapitre Le Vietnam en un clin d'œil qui suit, nous vous proposons de découvrir les spécialités gastronomiques et les caractéristiques culturelles du village de Keda. Selon les documents historiques, le village de Keda aurait été établi il y a 2000 ans. Situé à une vingtaine de kilomètres de Hanoï, Keda est réputé pour ses maisons à l'architecture traditionnelle vietnamienne et française, construites entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. À leur apogée, on décomptait plus de 400 anciennes maisons dans le village. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une cinquantaine. De nos jours, la plupart des villageois vivent toujours de deux métiers ancestraux, la fabrication de la sauce de soja et de vermicelle en toloman. Le métier de fabrication de sauce de soja date de plusieurs centaines d'années dans notre village. La fabrication de vermicelle est née après, au lieu du XXe siècle. Les habitants de Keda sont les premiers à avoir su fabriquer les vermicelles en toloman. Avant, on ne les faisait qu'à partir de la pâte de manioc. Les vermicelles en zanzian sont à la fois tenaces et croustillantes. L'important est d'utiliser 100% de matières premières naturelles et de mélanger la pâte de zanzian. La sauce de soja est une spécialité gastronomique de la campagne vietnamienne, surtout dans le delta du fleuve Rouge. Plusieurs localités fabriquent cette sauce, mais les habitants du village de Keda ont leur propre savoir-faire pour donner à leur sauce de soja une saveur unique. Il faut sélectionner les graines de soja pas trop ronds mais réguliers. Le régulier destiné à la fabrication doit être le nếp cải hoa vàng. La qualité des ingrédients décide de la saveur obtenue. Aujourd'hui, malgré l'apparition des machines modernes, les villageois de Keda préservent toujours le procédé de fabrication traditionnelle de la sauce de soja. Cette sauce, une fois prête à la consommation, doit avoir une couleur ambrée. Elle doit être onctueuse, savoureuse et avoir un goût air doux. À Keda, il y a des jarres de sauce de soja dans la cour de presque tous les foyers. Aujourd'hui, la famille de M. Bang offre à ses invités un repas simple mais typique de la cuisine de Keda. La sauce de soja ainsi que les mets préparés à partir de vermicelle de zanzian sont indispensables dans les repas quotidiens et dans les plateaux de culte dédiés aux ancêtres. Je suis née et ai grandi à Keda. Depuis que je suis mariée, j'habite loin de mon village natal, mais je garde toujours la nostalgie de ces mets du quotidien qui sont d'une saveur singulière. J'aime particulièrement l'essence extraite de la sauce de soja. N'importe où que j'aille, je me souviens de ce plat si simple mais si attirant. En plus des plats quotidiens, les habitants de Keda sont aussi très fiers de leurs gâteaux et desserts sucrés qui ne sont préparés que lors des fêtes et des cérémonies importantes. Les femmes de la famille se transmettent le secret des recettes de ces gâteaux. Les desserts sucrés sont une identité culturelle et gastronomique de Keda. À travers un plateau de desserts sucrés, on peut évaluer l'habileté et l'esprit entreprenant des femmes. Il y a une large variété de gâteaux, des gâteaux faits à partir de la pomme de merveille,
des gâteaux à la ramie ou ceux en feuilles appelés mangkok. Nous pouvons même faire des gâteaux à partir de radis qui sont très délicieux. Aujourd'hui, grâce aux efforts des villageois, de nombreuses maisons centenaires à Keuda continuent d'être gardées intactes. L'architecture minutieusement préservée, les belles coutumes, les métiers et les plats traditionnels, tout ce trésor fait du village de Keuda une destination à ne pas manquer pour les touristes venant à Hanoï. Et voici maintenant les prévisions météorologiques pour demain. C'est la fin de notre édition du journal en français. Vous pouvez toujours la revoir sur les adresses qui apparaissent sur l'écran. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à bientôt.